Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Quelques titres de presse. Bouteflika sacrifie Ben Younes et récompense Ould Ali. Bouteflika limoge Amara Ben Younes. Bouteflika procède à un remaniement partiel du gouvernement. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé jeudi à un remaniement partiel du gouvernement. Bouteflika remplace une vingtaine de walis. Et c'est ainsi dans toute la presse. Bouteflika est sur tous les fronts. On n'a jamais vu un président aussi omniprésent, presque envahissant. Il avait donc raison finalement, Hollande, quand il lui attribuait une alacrité exceptionnelle. Bouteflika est donc un homme très actif, à croire la presse et François Hollande. C'est désormais un consensus. Les journalistes relaient sans aucune réserve les communiqués qui lui tombent d'en haut. Leur principal job aux journalistes consiste désormais à enfumer l'opinion publique sur les capacités supposées du chef de l'État, dont presque plus personne ne discute le fait qu'il est bien aux commandes, que c'est bel et bien lui qui prend les décisions, qui nomme et qui dégomme. On n'en parle plus, c'est bon. Il faut arrêter de débiter des rumeurs sur cette incapacité distillée par la main étrangère. C'est bien Bouteflika qui est aux commandes du pays. Il faut arrêter de chercher midi à 14h des poux sur la tête du chauve et des crosses Ahmed Al-Racham. Il faut reconnaître à ceux qui ont réussi à le faire réélire pour un 4e mandat, alors qu'il n'était même pas capable de faire sa propre campagne électorale, encore moins de faire le plus petit discours, voire même de se rappeler comment il s'appelle, voire même de savoir qu'un café se boit et qu'un gâteau se mange. Il faut leur reconnaître qu'ils ont réussi l'impensable, l'inimaginable, l'hallucinante gageure d'avoir réussi un aussi improbable miracle. D'ériger la principale institution du pays en trompe-l'œil, tellement commode qu'elle leur permet de diriger tout un pays à travers une pathétique marionnette désarticulée, incapable de réciter la table de multiplication de 2. C'est une arnaque qui entrera dans l'histoire des nations. Elle a été rondement menée, sans même que les journalistes, et encore moins les politiciens de l'opposition, encore moins les foules d'analystes en tout genre, n'éventent l'incroyable opération, supercherie, j'allais dire. Même les chefs d'État étrangers, jusqu'à celui de la France, sont venus participer au brouettage. Le brouettage, c'est un mot qui n'existe pas encore. En Algérie, on dit tabarouet. Quelqu'un, on met dans la brouette et on le balance sur le talus. Participer au brouettage du peuple algérien. François Hollande a même condescendu à faire le voyage à Alger juste pour nous dire qu'il a discuté 2 heures avec le président algérien, qu'il a rarement rencontré un chef d'État aussi pénétrant, d'une telle alacrité, qui non seulement gère son pays comme il se doit, de façon stupéfiante, mais qui en plus a sur le monde entier une vision d'une très grande sagesse, une sorte de Gandhi couplé à un ordinateur de la NASA. Les Algériens sont sérieusement cernés, je crois. Je dirais même emmurés, plombés, du moins jusqu'à ce que la dalle leur tombe sur la tête, ce qui ne saurait tarder. Mais tant qu'il y a encore un peu d'argent, la combus tiendra encore un peu, encore quelques mois avant la grande débâcle. Mais en attendant, et pour ne pas faire désordre, pour ne pas sortir des sentiers battus, soigneusement délimités, pour rester dans le bidule à Pavlov et pour faire chorus avec toute la smala des laudateurs, des journalistes
des Sellal et autres Saadani, alors moi aussi, je vous annonce que le président Bouteflika, dont nulle femme n'a enfanté de pareil, pour reprendre ce cri du cœur d'un remarquable politico-bagarre. Je vous annonce donc que le président dont nulle femme n'a enfanté de pareil vient de décider du plus important mouvement de Wali depuis qu'il est à la tête de ce pays, c'est-à-dire depuis 15 ans, un peu plus. Et donc ce très dynamique président que les Algériens appellent affectueusement Sidi Bouturbo, le chevalier Braillard, mystère à la Kritor, Dada Bousseb Arwah, Roh al-Watan, Imam Rouhiyat Zahir Rouhi Bislama. Ce président-là vient de décider entre une partie de ping-pong avec le chinois Ma Long et une autre de jeu d'échecs avec le norvégien Magnus. Il a donc décidé d'un mouvement concernant 35 wilayats sur 48, en plus des 10 nouvelles circonscriptions qui ont été créées au sud du pays et celles de la wilaya d'Alger qui ont vu débarquer de nouveaux walis délégués. Dans le même élan fécond avec ce geste auguste du semeur pour plagier Ami Victor, Bouteflika a jeté à poignée la moisson future au sillon. Ça va? Je me débrouille bien, je peux faire un bon chiette moi aussi. Yes! Je vois déjà le pognon qui se la ramène et les bonnes affaires qui vont avec. Sauf qu'il faudra faire en sorte pour qu'il n'y ait pas de retour de manivelle comme cela est arrivé au pauvre Ben Younes qui s'est pris un camion en pleine gueule et qui a été renvoyé à ses pénates sans autre forme de procès, à moins qu'il ne soit repêché pour quel consulat quelque part ou pour une toute autre voie de garage comme les Zagbara, les Qsantini, les Habib Chouki et autres lécheurs de vaisselle. Ça va dépendre de lui, si c'est se coucher, fermer sa bouche, pour ne pas dire autre chose, sans un murmure, alors il sera peut-être récupéré, comme ont été récupérés 2 ministres, une ex qui est pourtant dans les petits papiers de qui vous savez, de la famille Glia, et un qui était en responsabilité et qui ont été nommés Wali. Et les deux ont accepté en sautant dans l'opportunité à pieds joints, en criant « Vive à la Kritor, vive Sidi Bouturbo !» L'addiction, et l'addiction, quand on a pris l'habitude des privilèges dont on vous gave, quand vous accédez à ces postes, c'est impossible de continuer à vivre sans. Totalement exclu. Il y en a même qui en sont morts quand ils en ont été sevrés, et Bouteflika le sait, lui dont nulle femme n'a enfanté de pareil, il le sait que ceux qui bouffent au râtelier préféreraient mourir que d'être archivés, plutôt des nonos que d'être renvoyés chez le brave Rachi. Dormez, braves gens, dormez, Sidi Bouturbo veille sur vous. Aujourd'hui, Washington Post. 2 ministres deviennent Wali. Abdelkader Kadi à Tipaza et Zarhouni Yamina à Boumerdes. El Watan. Bouteflika sacrifie Ben Younes et récompense Ould Ali. Par Farouk Djouadi. Le soir d'Algérie. Vaste mouvement dans le corps des Wali, 35 wilayas changent de main. Par K.A. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, Nordine Bahbouh, ex-ministre, président de l'Union des forces démocratiques et sociales, Iskandar Debbash, défenseur des droits de l'homme à Paris, Sami Dziri, documentaliste à Paris, Saleh Hedjeb, activiste, membre fondateur du collectif contre la cherté des transports aériens, et Rachid Nekez, président du mouvement pour la jeunesse et le changement. Merci à eux 5 d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ces histoires. Nordine Bahbouh, merci d'être avec nous. Oui, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous qui avez été ministre et qui savez un peu comment ça se passait, ce genre de mouvement, est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe maintenant et comment ça s'est passé en fait et pourquoi? Et est-ce que c'est Bouteflika qui est vraiment derrière tout ça?
D'abord, je passe mon grand bonjour à tous les auditeurs, à tous les amis de Marabia. Je vous remercie pour votre invitation. Je vais commencer par faire un petit commentaire sur votre déclaration liminaire, si je puis l'appeler ainsi, bien sur votre commentaire, dans lequel vous pensez que, d'une manière assez très intelligente, vous pensez que Bouteflika a fait ça, est une preuve de démontrer que toute sa capacité à gérer le pays. Moi, je vous dis tout simplement que penser que c'est de cette manière qu'on va prouver à l'opinion et démontrer que Bouteflika a ses capacités intellectuelles et physiques à gérer le pays et qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir, c'est pas chiffré. C'est tout à fait le contraire qu'on est en train de démontrer, parce que si ses capacités physiques et intellectuelles étaient au top, comme on dirait, on n'aurait pas toute cette manière-là. Moi, je considère que ce remaniement, je le considère comme un bricolage, c'est de l'improvisation, et cela démontre bien entendu que la vacance du pouvoir dans notre pays est réelle. Elle est réelle. Je vais expliquer tout cela d'une manière très simple. Tout d'abord, remanier un gouvernement après l'avoir nommé en 6 mois, quoique ça n'a pas été un remaniement puisqu'il a été tout à fait partiel, en éliminant 10 ministres, à savoir le ministre du Commerce, et en changeant le ministre de la Jeunesse et des Sports, en le remplaçant par un directeur de la culture et de la télévision, me paraît quelque chose de surprenant. Tout d'abord, d'une manière très simple. On n'a pas idée à vouloir changer un gouvernement, un ministre, s'il n'y a pas une stratégie qui rentre dans une démarche qui est inscrite dans le canevas, dans le calendrier de Bouteflika. Moi, je pense d'abord qu'il y a d'une manière ou d'une autre, on veut recomposer le champ politique en Algérie, et c'est la course en ce moment au poste et sur les élections présidentielles, bien au remplacement de Bouteflika qui est dans cette logique, qui s'inscrit dans cette logique. Deuxièmement, pour changer, c'est une bonne chose, mais vouloir recentrer, par exemple, on a regroupé le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, chose qui existait auparavant. Je rappelle à mes amis et à vous que j'ai été ministre de l'Agriculture et de la Pêche, et c'est en voulant récompenser sa clientèle qu'on a créé, que Bouteflika a créé le ministère de la Pêche, alors que dans notre époque, la pêche était gérée par un directeur général, et par la suite, lorsque Mme Zeroual a voulu gérer un peu Hamas, il en a créé le poste de secrétaire d'État chargé de la pêche auprès de M. le ministre de la Pêche. Donc vous voyez que du point de vue gestion et rigueur, il y avait une certaine rigueur parce qu'on n'avait pas à créer un poste de la pêche qui est budgétivore pour lui. Donc maintenant, on revient dans la logique de l'orthodoxie de la gestion, on revient à regrouper ce ministère. Ça veut dire qu'on revient, il y a une reconnaissance de fait d'une gestion analysable, d'une improvisation qu'a connu le pays pendant plus d'une quinzaine d'années. Ça, c'est le premier élément, et c'est une preuve de vacance du pouvoir, comme j'allais à le dire, au niveau de l'institution présidentielle. Le deuxième élément, c'est quelque chose d'ubuesque. Pensez-vous que vous avez des ministres de la République qui étaient ministres, qui avaient occupé des fonctions de Wali pour par la suite redevenir des ministres après avoir occupé des postes, on leur offre des postes de Wali. Et ça me rappelle un tout petit peu une situation que j'ai vécue personnellement. J'avais à un certain moment posé une question à un des ministres, à une personnalité qui avait un poste de responsabilité assez important et qui a été rétrogradé. Et je lui ai dit, écoutez, c'est quand même malheureux que vous occupiez à un certain moment un poste assez important et que vous acceptez aujourd'hui de revenir à un poste beaucoup plus inférieur que celui-là. Et vous savez quelle a été sa réponse? Il me dit, écoutez, il vaut mieux être bon à l'intérieur que rien du tout à l'extérieur. Ça, c'est la logique de la clientèle qui est en train de rôder à l'intérieur de ce système et au niveau de ce pouvoir. Et vous, Nordine Bahboua, si après avoir été ministre, on vient maintenant vous rappeler pour vous proposer un poste de Wali, vous accepteriez? Jamais de la vie. Vous savez, moi je vous donne, c'est pas normal, ça passe par respect aux institutions de l'État. Si on est un membre d'État, on doit respecter cet État. On ne peut pas quand même... Vous savez, moi j'ai eu des gens, consultants, on m'a proposé au niveau d'une institution internationale, on m'avait dit il faut être consultant, mais vous devez être sous le parrainage
d'un expatrié. J'avais dit non, j'ai refusé parce que je ne pouvais pas, pour l'intérêt, pour l'amour de ce pays, je ne pouvais pas accepter que des postes de responsabilité, quelqu'un qui a occupé de votre fonction dans ce pays, il vaut mieux rester consultant à l'extérieur, conseiller au niveau de la présidence, travailler, comme on dirait, d'une manière beaucoup plus intelligente que de vouloir à tout prix s'imposer au niveau des... Mais Nourdine Bahbouh, certains, par rapport aux privilèges qui sont permis par la fonction de wali, considèrent qu'il vaut mieux être wali d'une bonne wilaya avec de bons privilèges, bien gras, bien dodus, que ministre d'un département où il n'y a pas tellement de privilèges, en fin de compte. Oui, écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous qu'aujourd'hui, dans notre pays, chose qui est paradoxale, il vaut mieux être un wali parce qu'un wali peut tout faire. C'est le wali qui distribue les terres agricoles, c'est le wali qui distribue les logements, c'est le wali qui distribue les avantages sociaux, c'est le wali qui peut décider tout, c'est le wali qui donne les contrats, ça on le sait. Mais vous savez, nous sommes dans un état que nous devons respecter. Il faut quand même que nous soyons à l'auteur. Même si pour le moment, ce sont les avantages qui peuvent attirer ou appâter les uns les autres, mais nous sommes en train de lutter pour que cela cesse un petit peu, qu'on cesse un petit peu que le wali a beaucoup plus d'importance qu'un ministre. Ça, je suis entièrement d'accord, je vous le consens, mais arrêtons, lorsque vous êtes un ministre, vous êtes un ministre pour un jour et vous êtes un ministre pour toujours. Et un wali, de même aussi, c'est le langage qui est, le langage qui est usité au niveau de tout ça, chez les Algériens. Donc on ne peut pas considérer que ce type de comportement, quels que soient les avantages dont vous bénéficiez, si vous respectez, la fonction, moi, à mon avis, je considère que ça ne peut pas être accepté. Restez avec nous, Nourdine Bahbouh, restez avec nous. Iskandar Debbache, je reçois mes invités selon l'ordre alphabétique que j'ai annoncé au début. Iskandar Debbache, merci d'avoir accepté notre invitation. Allô Iskandar. Oui, je suis là. Alors, Iskandar, vous, avec votre bagou de Kasbaji, le fils de la Kasbah, régalez-nous un peu de votre bagou habituel. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Jamal. Oui. Tout à l'heure, vous avez cité une expression qu'on attribue à François Hollande. Vous avez parlé d'alacrité. Oui. Or, justement, il se trouve que j'ai consulté les dictionnaires habituels, comme le Petit Robert, Larousse ou le Littré, oui, pour connaître la définition exacte du mot alacrité. Il en ressort ce qui suit. Alacrité, c'est une disposition à entraîner les autres, au bagou, à l'entrain, une disposition à faire rire et à amuser les autres. Oui. Et François Hollande ne saurait si bien dire pour désigner une situation aussi ubuesque si elle n'était pas aussi dramatique. Hélas. En fait, d'après les déclarations de François Hollande lui-même au siège du Parti Socialiste à rue de Solferino, il est descendu à Alger, il est allé à Alger avec la ferme intention de remettre de l'ordre d'exiger de l'ordre dans les pôles de décision. Pourquoi? Parce on se rend de plus en plus compte qu'on a affaire à une nébuleuse présidentielle et avec une nuée de petites frappes corrompues qui gravitent autour, et on ne sait même plus qui décide de quoi, en fait. Pourquoi vous allez, Iskandar, oui, vous allez me dire que c'est pas Bouteflika qui décide? Mais attendez, Bouteflika c'est un fantôme. C'est un fantôme qui gouverne 40 millions d'Algériens. Mauvaise langue, hein? Un peu, oui. Ouais. C'est-à-dire, on ne sait plus qui gouverne en Algérie. En fait, c'est n'importe qui prend n'importe quelle décision sans que personne ne soit responsable. Et c'est ça, justement, de quoi se plaignent les opérateurs économiques et financiers étrangers. C'est-à-dire que, alors, un opérateur économique étranger, enfin en l'occurrence français, arrive en Algérie, il signe un contrat, le contrat est élaboré, il est étudié, etc., etc. Il est mis en œuvre et au moment de l'apuration du contrat, il y a un contre-ordre qui sort de nulle part, on ne sait même pas d'où il sort, mais qui a la puissance de tout bloquer. Et c'était le cas le plus expressif, ça a été celui du rapatriement des avoirs des glageurs. Et d'autres cas, bien sûr, beaucoup plus importants que celui-là.
Et donc, en fait, bon, c'est là qu'ils ont décidé, c'est après la visite de François Hollande qu'ils ont décidé d'accélérer justement les élections présidentielles anticipées. Accélérer les élections présidentielles anticipées, et c'est là justement, c'est de là que découlent toutes les décisions qui ont été prises dernièrement, à savoir le mouvement dans le corps des Wali, le limogeage d'Ammar Ben Younes, parce qu'il faut quand même s'assurer du soutien des islamistes. Donc Ammar Ben Younes, bon, il se posait un peu là avec son importation des alcools, etc. Donc et ça, c'était fait un peu pour conforter les islamistes. Bon, et puis autre chose, mais puis pour mettre fin un peu à la cacophonie entre Ammar Ben Younes et les autres décisionnaires, notamment pour le contrat de Peugeot qui doit s'installer en Algérie, enfin le projet d'installation de Peugeot en Algérie, etc., etc. Donc où il a marqué, enfin il s'est fait remarquer un peu par sa discordance sur certains points de vue. Et ça voilà, veut dire, Iskandar, ça veut dire, vous êtes en train de me dire qu'il se serait opposé, comme l'a rapporté TSA, à un dossier d'investissement français, qu'un coup de fil a été donné pour le virer? Enfin, il a été viré pour... Je ne crois pas qu'il ait été viré pour ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite cacophonie entre eux, et puis, bon, donc des discordances. Mais il a été surtout, il a été viré pour conforter les islamistes. Parce qu'on prépare les élections présidentielles, parce que le pouvoir mise sur sa reconduction au pouvoir. Avec les nouvelles élections, avec les élections anticipées qu'il prévoit. D'accord. Mais restez avec nous, Iskandar. J'accueille à présent Sami Djeri, que je remercie d'être avec nous. Sami Djeri. Merci, Sami, d'être avec nous. Alors, moi qui vous connais personnellement, qui sait combien vous êtes très, très bien informé, vous êtes documentaliste, je ne donne pas votre nom exprès pour vous protéger. Vous occupez un poste très sensible. Et vous êtes très très bien informé, excellemment bien informé. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez une idée sur ce qui se passe au pays? Ben écoutez, Jamaldine, je suis en partie d'accord avec Skandar Debech de ce qu'il dit, mais Skandar Debech focalise sur la partie apparente, c'est-à-dire la présidence, les ministres, le gouvernement. Mais il y a une partie qui s'agite énormément, qui est sous-jacente, et qu'on n'en parle pas. Les journalistes ne portent pas, ne font pas des enquêtes pour savoir, et ainsi de suite. Ce qu'il a dit Alexandre Debech est tout à fait juste lorsqu'il dit il n'y a pas que ça. C'est que la France est rentrée en furie parce qu'il y a un énorme projet. C'est de créer les cartes à puces pour les futures pièces d'identité algériennes, les passeports et tout ça. Ça veut dire pour tout le peuple algérien. C'est une société française qui a eu le marché, et à la dernière minute, paf, et c'est un partenaire allemand avec lequel on a signé. Oui. Et ça Hollande, il est rentré en furie. Hollande, il n'est pas inquiet c'est vrai qu'il y a plusieurs centres de pouvoir, mais Hollande, il est inquiet sur la partie sous-jacente qui agisse et qui, elle se recompose. Le remaniement des Wali, c'est-à-dire 35 wilayas sur 48, c'est une démarche pour le contrôle territorial. Parce que sachant qu'à partir de 2013, il y a une déstructuration des services de sécurité. Et avant, il y avait ce qu'on appelait le coordinateur de wilaya. Le coordinateur de sécurité de la wilaya était un officier de DRS. Et actuellement, c'est repris par la présidence. Et la nomination d'Iwali, c'est justement pour le contrôle territorial. Il n'y a pas que ça. Je vois que les généraux Ahmed Moulay, chef de la garde républicaine, ainsi que le général Jamal Mejdoub, et de la protection présidentielle ont été virés. Et on ne sait pas pourquoi. On a le seul communiqué qui est sorti, négligence et manque de performance. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs informations. La seule information qui est sortie, qui est très très sûre, c'est que le 16 juillet,
c'est-à-dire la fin du Ramadan, il s'est passé quelque chose à la présidence. Quelque chose qui touchait à la sécurité de l'institution, c'est-à-dire de l'établissement où réside le président de la République. Et à la suite de cela, un attentat, une tentative très grave, il n'a pas été répercuté par la presse. Une tentative d'attentat, Sami? Une tentative d'attentat? Non, c'est pas une tentative d'attentat, mais un échange de tirs à proximité de la présidence. Ah, d'accord. Siège là où il est Bouteflika à Zeralda. Un échange de tirs entre qui et qui? Donc, à la suite de cela, il n'y a pas que cela, hein. Il y a aussi des éléments qui sont rentrés dans la présidence parce qu'avant, il n'y avait que Saïd Bouteflika. Tout le monde mangeait dans la main de Saïd Bouteflika. Actuellement, il y a un deuxième frère qui commence aussi à s'implanter, c'est Nasser Bouteflika, et qui a réussi à nommer Othman Mazouz au ministère du Travail, qui était de tout temps secrétaire général au ministère du Travail et de la formation professionnelle. C'est vrai ce qu'il a dit votre premier intervenant, M. Behbouh, c'est qu'il y a une polarisation. Une polarisation, chacun doit s'assurer, parce qu'on est vers une fin de régime, et chacun doit s'assurer une portion de la prise de décision. Et c'est à ce titre-là qu'il y a un remaniement, et on a vu que chacun a mis ses amis. A mis ses amis pour s'assurer un contrôle de pouvoir. Parce qu'il y a plusieurs centres de pouvoir, il n'est pas enlisé. C'est ce que Alexander Bech a évoqué, c'est cela. C'est exactement cela. Restez avec nous, Sami Djeri. Harmoniser la prise de décision, parce que sinon, les choses vont échapper. Et la question sécuritaire, elle peut jouer le rôle de détonateur de la fin du régime. Restez avec nous, Sami Djeri. Je reviens vers vous dans un moment. Saleh Hajjab, membre fondateur du comité contre la cherté de transport aérien, très dynamique en France, qui avait beaucoup parlé de lui. Merci d'être avec nous. Saleh Hajjab, est-ce que vous êtes avec nous? Saleh Hajjab, merci d'être avec nous. Alors, Saleh, vous n'avez pas envie des fois de faire comme les allumeurs de réverbères d'autrefois en Europe qui la nuit, pour aider les gens à plonger davantage dans leur sommeil, leur chanter la ritournelle dormez, braves gens, dormez, tout est tranquille. Ergdou vilhna, wal khair wal hna ya nas, kulch vilhna, ergdou. Vous n'avez pas envie de leur chanter ça? Malheureusement, Jamal, sincèrement, c'est pas le moment ni de chanter, ni de continuer de faire des analyses. Aujourd'hui, on est en train de voir tout ce qui se passe en Algérie et il y a presque personne qui se sent même responsable, mis à part quelques, on peut dire, opposants qui font de temps en temps des communiqués. Et on est en train d'assister, de voir d'un jour en jour le pays va droit dans le mur, mais les gens sont incapables. Récemment, pendant les 2 jours de l'Eid, pendant l'assassinat des journaux, là, des soldats algériens, j'ai contacté certains leaders politiques pour dire allez bouger pour l'Eid, faites juste sur une vidéo bonne fête de l'Eid, appelez à une journée de deuil, faites quelque chose. Et il y en a certains qui m'ont répondu on n'a pas les moyens. Sincèrement, aujourd'hui, on a tous compris aujourd'hui que ce régime n'a pas, comme a dit certains médias, c'est un régime sans visage. On sait tous que ce régime, derrière, il y a des politiciens, il y a des hommes d'affaires, il y a des gens de l'armée, de la sécurité, des RS, qui décident. Ils se sont en train de s'acharner entre eux. Et le problème là, le pétrole est en train de baisser. Le pays, il va face dans le mur. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on a besoin de l'action. Avant-hier, il y avait un policier qui a été heurté par un enfant d'un responsable et l'affaire, elle a été classée. C'est à ce moment-là que les leaders politiques doivent sortir et dire à ce policier, si on vous demande d'appliquer la loi pour tout le monde, vous n'allez pas laisser personne toucher à votre famille, et pareil, vous touchez pas les manifestants. Donc, sincèrement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup d'actions qui passent comme ça et on n'arrive pas
à les exploiter convenablement. Par exemple, quand on dit le président est incapable, il faut le prouver par des actions, soit symboliques, soit des actions qui perdurent. Les politiciens qui ont demandé de rencontrer le président, c'est bien, mais il fallait faire la première, la deuxième, la énième relance. Au bout d'un moment, au niveau d'international, les gens, même local, les gens vont comprendre que ce président-là, qui reçoit 20 fois une relance de rencontre avec un président d'un parti et qui ne répond pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous on dit tous que ce président, comme a dit notre ami, c'est un fantôme. Oui, c'est un fantôme. D'ailleurs, moi je dirais bien, c'est comme un vivant ou bien un vieillard qui avait une canne. Lui, c'est comme la canne, parce qu'il y avait même une expression algérienne. On dit en arabe, on dit الحي يكركر في الميت والميت عليه يهاوش. لولا الميت الحي ياكلوه الهوايش. C'est comme si les gens qui se cachent derrière le président aujourd'hui, soit Nasser, soit Saïd, soit les hommes d'affaires, Ali Haddad, soit Rabrab, soit autres, tous ces gens-là utilisent ce mort-là comme la canne de la personne qui marche dans la rue. Et grâce à cette canne, que eux, ils arrivent à se protéger de tout éventuel risque. Donc sincèrement, aujourd'hui, il faut absolument qu'on fasse des choses structurées, qu'on crée un gouvernement de l'ombre, qu'on essaye de leur couper toute sortie à l'étranger, on va pas les laisser se soigner, acheter des biens à l'étranger, et c'est comme ça qu'on va forcer le changement. Sinon, si on continue comme ça, ils vont finir tout ce qu'il y a dans les comptes, ils vont faire des crédits, des dettes à la hauteur de 100 milliards de dollars, ils vont partir. À ce jour-là, sincèrement, personne ne pourra gouverner l'Algérie dans cette composition, surtout que nous avons détruit l'école, nous avons détruit la valeur de travail, nous avons détruit beaucoup de valeurs chez l'Algérien. Donc, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas toutes ces valeurs-là. Mais Salah Hijab, est-ce que ces politiciens, cette opposition, ces partis politiques dont vous parlez peuvent bouger, peuvent activer dans un climat d'indifférence généralisée? Tout le monde est démissionnaire. Moi, je vais vous donner un exemple qui vous concerne, vous. Vous êtes membre de CCTA, vous avez essayé de collecter des fonds auprès de la diaspora, notamment de nos compatriotes en France et en Europe, pour payer des avocats, pour payer... Et vous donnez beaucoup personnellement. Moi, je vous ai vu à l'œuvre. Vous dépensez de votre propre poche, vous utilisez votre voiture, vous prenez de votre temps et vous avez appelé vos compatriotes à vous aider, à cotiser, même 5 euros, 10 euros. C'est pour eux que vous le faites, pour que vous leur obteniez des tarifs plus avantageux, puisque Air Algérie pratique les prix les plus chers au monde, à comparaison égale avec d'autres compagnies. Et pourtant, vous allez nous le confirmer, ça fait, je crois, j'ai vu sur votre page Facebook, ça fait 3 ou 4 mois que vous attendez qu'il complète 2000 euros, 2000 petits euros, et vous attendez toujours. Comment donc voulez-vous attendre de l'opposition des partis politiques qu'ils puissent activer quand tout le monde dort? Malheureusement, aujourd'hui, cette opposition dont on parle, et on va pas généraliser parce que toute généralisation est fausse, y compris celle-ci. Malheureusement, la plupart, c'est des gens qui disent allez-y-vous, libérez ce pays-là et quand vous auriez fini, nous sommes là pour prendre le volant. J'ai même entendu parler un leader politique qui veut récemment revenir dans la coalition de la honte, de la harka et qui veut revenir et a dit l'Algérie ce n'est pas comme la Libye, vous inquiétez pas, quand le peuple va sortir, le régime va tomber, vous inquiétez pas, il y a une opposition qui va gouverner. Or que lui-même, j'ai contacté son coordinateur ici en France, il m'a dit oui t'inquiète, et jusque-là je relance les gens, ne répondent même pas, ne veulent même pas s'investir eux-mêmes. Ils veulent que tout le monde va aller mourir. Les simples Algériens, moi je salue de l'étranger, je salue vraiment les gens qui sont derrière les barreaux, les gens de commander les mouvements des chômeurs, le mouvement des familles des disparus, ceux qui sont tabassés par les policiers, ceux qui sortent vraiment, qui se mettent à tous les risques. Ces gens-là, ils ont le mérite. Mais les autres qui sont derrière l'écran, qui sont en train d'écrire un communiqué qui ne sert à rien, sincèrement, je ne sais pas est-ce qu'ils ont compris le sens. Il y a un Algérien qui m'a donné une excellente phrase à méditer. Il m'a dit, en Syrie, tu pars, tu meurs. En Algérie, tu peux parler jusqu'à la mort. C'est-à-dire le pouvoir algérien aujourd'hui a dit aux Algériens, la caravane passe et les chiens aboient. Restez avec nous, Salah Hijab.
J'accueille donc maintenant Rachid Nekez, que je remercie d'être avec nous. Rachid Nekez. Alaykoum salam, merci d'être avec nous, Rachid Nekez. La dernière fois, dans cette même émission, Rachid Nekez, vous m'aviez dit que le président Bouteflika ne décide de rien du tout, qu'il n'est qu'une façade institutionnelle qui sert à tromper les gens. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis? Rachid Nekez? Vous pouvez répéter la question, je ne l'ai pas entendu parce que la télévision n'est pas terrible, s'il vous plaît. Excusez-moi, on ne vous entend pas très bien, il me semble. Rachid Nekez? Est-ce que c'est possible que vous répétiez la question, s'il vous plaît, parce que j'entends très mal. Si vous avez un téléphone portable, vous êtes dans un endroit où on ne vous capte pas très bien. Nous-mêmes, on ne vous entend pas très bien. Je voulais vous dire que la dernière... Donc, on est en Algérie, donc c'est la croisée des la qualification de patère. La dernière fois, vous m'aviez dit que ce n'est pas Bouteflika qui décide, qu'il n'est qu'une façade pour les vrais décideurs. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce mouvement qui vient d'être effectué est de sang fait? Est-ce que vous m'avez entendu, Rachid? Je vous le répète. Encore fois, et je le confirme, donc ce n'est pas le président Bouteflika qui décide, et je vous le répète à nouveau, je crois qu'il ne sait même pas comment il s'appelle aujourd'hui. Il a dit 5 jours avant de présenter ses condoléances aux familles des soldats qui ont été tués à Abbas, et il a fallu que le président français présente ses condoléances pour que le président algérien, ou plutôt son directeur de cabinet et son armée secrétaire, adresser la condoléance aux familles des victimes. Donc, je crois que Rachid Nekez, on vous entend très mal. Je reviens à vous dans un petit moment. Je vous laisserai conclure. Le soutien technique va vous contacter pour essayer de trouver une solution. Peut-être vous appeler sur un fixe. Je reviens à vous dans un petit moment. Nordin Bahbouh. En peu de mots, s'il vous plaît, puisque nous arrivons vers la fin, je vais faire un tour de micro. Comment voyez-vous l'avenir? Dans l'avenir, d'abord, je vais avoir fait un petit commentaire sur l'avenir. Je suis entièrement d'accord avec ce scandale de Bech, à la seule différence qu'il faut préciser que nous n'avons pas un staff gouvernemental ici en Algérie depuis l'arrivée de Bouteflika. Nous avons un ensemble d'individus, c'est des ministres, et la preuve, la cacophonie qui a toujours prévalu, qui a toujours existé dans leur discours, contradiction contre contradiction. Un ministre fait une déclaration le lendemain, il est dénoncé, il est remis en cause par notre ministre. Ça veut dire que nous n'avons jamais eu un staff gouvernemental et on n'a jamais eu une solidarité gouvernementale. Et la preuve, ce qui se passe aujourd'hui, ça amplifie encore les choses. Je rajoute autre chose sur Sidilem, c'est ça là qui avait fait quand même un commentaire assez important avec ses amis, en disant tout simplement que la situation qui prévoit actuellement est une situation qui a été imposée par le pouvoir actuel. Et moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il faut mener une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire armons-nous et partez. Je ne suis pas et nous avons à l'intérieur de ce pays une opposition qui ne développe pas ce langage. C'est pas vrai. Il y a des opposants depuis 1999 et ils sont nombreux. Et moi, j'ai fait partie des opposants de 1999 lorsque j'étais à un niveau élevé de la hiérarchie du pouvoir en Algérie et j'ai refusé l'arrivée de Bouteflika. Donc, il ne faut pas comme généraliser, dire que l'opposition n'existe pas, c'est une opposition de façade, c'est une opposition. Il faut vivre en Algérie pour savoir les difficultés, les contraintes que subit cette opposition. Il faut vivre en Algérie comme si Saleh lui fonctionne avec ses propres moyens pour pouvoir faire fonctionner son association. Nous aussi, on fonctionne avec nos propres moyens pour faire fonctionner nos partis politiques et nos staffs politiques. Donc, il ne faut pas généraliser. Il y a une opposition, il y a des Algériens qui sont conscients, des Algériens qui sont très convaincus que la situation est très très grave. Maintenant, je conclue en disant tout simplement que ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en pleine phase de positionnement. Parce que l'après Bouteflika, comme Julien l'a déclaré, est déjà à nos portes. C'est l'opposition qui est en cours. Et la preuve,
vous avez entendu Yahya, comment il a tout de suite démoli ce wall. Merci, merci Nordin Bahbouch, je suis obligé de vous interrompre, il ne nous reste plus de temps. Iskandar Debech, en un mot, les perspectives, l'avenir. Iskandar Debech. Oui, Jamal. Iskandar, en un mot, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Je vois l'avenir en très sombre pour l'Algérie, Jamal. Pourquoi? Parce que ce à quoi nous assistons actuellement, c'est une panique du pouvoir, une panique totale. Une panique qui est parfaitement décrite par les derniers événements qui sont arrivés en Algérie, à savoir les événements de Gherdaya et la gestion de ces événements. En même temps qu'il y a eu les événements aussi de Ain Defla, et ça, attention, moi j'accuse l'armée d'avoir délibérément envoyé 14 gamins délibérément envoyés au massacre. Parce qu'en sachant qu'ils étaient en milieu hostile, on les a envoyés en patrouille, alors absolument sans couverture, et ça c'est pratiquement de l'assassinat. Et je rappelle que vous êtes un ancien officier de l'AMP. Vous parlez en connaissance de cause. Donc voilà, Chofia Jamal, ce qui se passe, c'est que après depuis l'affaire de Ain Defla, on n'a plus jamais reparlé de Gherdaya. L'affaire de Gherdaya a été complètement enterrée. Or, Dieu merci à Gherdaya, la nébuleuse présidentielle a parfaitement compris que vis-à-vis du peuple algérien, il y a un point de non-retour à ne surtout pas dépasser. Ce point s'appelle l'unité algérienne, l'unité nationale. Et je peux vous assurer que ce n'est pas une gageure. Tout le monde a pointé du doigt la responsabilité du pouvoir dans les événements de Gherdaya. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, et là, on a assisté pratiquement à une fuite en avant pour faire oublier Gherdaya. Donc il y a eu une fuite en avant à Ain Defla. Et là, maintenant, on poursuit la fuite en avant, c'est-à-dire avec le mouvement des Wali, le mouvement des ministres, etc., etc. Merci Iskandar, obligé de vous interrompre malheureusement. Sami Dziri, en peu de mots, votre conclusion sur cette affaire? Écoutez, Jamaldine, moi, j'assimile l'État algérien à un bateau ivre qui navigue à vue. C'est-à-dire, il n'a pas de boussole, il n'a pas de plan, pas de vision. Concernant, tout récemment, il y a un journaliste français qui m'a demandé mon avis quand Hollande est descendu en Algérie, quelle est la relation entre la France et l'Algérie. Et je lui dis, malheureusement, la relation entre l'Algérie et la France s'assimile à la relation entre Sarkozy et Madame Bettencourt. Il y a malheureusement un abus de faiblesse, tout simplement. C'est terrible ce que vous venez de dire, Sami Dziri, c'est terrible. Un abus de faiblesse sur un pays en déshérence. Merci, Sami. Salah Hijab, un dernier mot. Salah Hijab. Allô? Salah Hijab, un dernier mot avant de laisser le mot de la fin à Rachid Nekez que nous n'arrivons pas à joindre sur un autre téléphone. J'espère que ça va être possible. Sinon, un dernier mot, Salah, je vous en prie. Oui, en fait, je dirais juste, moi, abus de faiblesse, j'en ai pensé plusieurs fois, mais malheureusement, la différence entre Sarko et Bettencourt et Hollande et l'Algérie, c'est qu'il y a 40 millions de spectateurs. Et je dirais que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pseudo-remaniement. Et c'est l'affaire de Ain Saleh, Gherdaya, Ain Defla, ce sont des symptômes de l'échec du mode de gouvernement. Et il faut absolument qu'on mette la main dans la main et on descend dans le terrain. Et c'est pas forcément des rassemblements, c'est plutôt travail structuré et organisé pour éviter le futur noir de l'Algérie que veut qu'on peut pas éviter si on bouge pas aujourd'hui. Salah Hijab. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Allô? Qu'est-ce qui va se passer? Salah, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays puisque chaque jour est pire que la veille et peut-être encore meilleur que demain?
Ben, sincèrement, si on fait rien aujourd'hui d'une façon structurée, demain, il y aura déjà, maintenant, ils vont enlever des subventions. Après, derrière, il y a maintenant les Algériens, surtout la couche, la pauvre, l'Algérie profonde qui ne peut plus vivre. Il y aura plus des gens de la mendicité, des vols, il y aura plus de mafia. Et avec les hommes d'affaires ou les gens qui ont l'argent facile, ces derniers, ces bagarras, ils vont avoir les gens qui les protègent et ça va devenir une pseudo-jungle. D'ailleurs, je rajoute un petit détail. Récemment, ils ont bien dit à la télé algérienne que les projets auxquels ils n'ont pas l'argent, ils vont les déléguer, ils vont donner, c'est des actionnaires privés qui vont les payer. On va aller vers un mode de vie à la façon de Liban. En même temps, il est pire parce qu'en Algérie, on n'a pas fait ni l'école ni autre chose. Sincèrement, aujourd'hui, il faut absolument qu'on bouge aujourd'hui parce que demain, ce serait trop tard, surtout si l'Algérie finit les réserves et si l'Algérie rentre dans l'endettement comme on était dans les décennies précédentes. Triste perspective. Nous avons vainement essayé, j'ai essayé de faire joindre Rachid Nekaz. C'est dommage, on aurait voulu avoir son point de vue, son avis sur la question. Il semble que ce ne soit pas possible. C'est dommage. Je finirai cette émission en vous remerciant d'y avoir assisté. Dania Hania, salam alaikum, wa ala khair, bislama.